Monsieur le Premier ministre, bonjour. Bonjour, Monsieur Christophe Boisbouvier. Vous êtes un gros exportateur de pétrole. Le budget 2022 de votre pays a été établi sur la base d'un baril à $50. Mais maintenant qu'il est à $100, qu'est-ce que vous allez faire de ces recettes supplémentaires ? Cela a déjà été prévu dans le cadre du programme que nous avons conclu avec le Fonds monétaire international. Comme vous le savez, nous avons bénéficié d'une facilité élargie de crédit. Et selon le mémorandum qui a été signé, en cas d'amélioration de la situation financière, la ressource excédentaire est affectée au refinancement de la dette, la restructuration de la dette, intérieure comme extérieure, et à la gestion du fonds social. Alors, il faut satisfaire les bailleurs de fonds, en effet, grâce auxquels vous avez obtenu 450 millions de dollars de facilité au mois de janvier dernier. Mais il y a un gros fonds social. Il y a 3 ans d'arriérés de pension pour les retraités et 3 ans d'arriérés de bourse pour les étudiants. Il y a maintenant une régularité de paiement des pensions de retraités. C'est plutôt ce qu'il faut retenir. Et les arriérés font partie de la dette, justement, au sujet de laquelle une action est entreprise, une réflexion est menée pour une régularisation ultérieure. Pour le moment, l'accent est mis sur la régularité de la pension des retraités et c'est ce que nous nous efforçons de faire depuis le début de cette année. Une régularisation avant la fin de l'année ? Je parle bien de caractère régulier, une régularité des pensions des retraités. C'est celle que nous faisons depuis le début de l'année et c'est ce qui est important déjà. Maintenant, la dette sera gérée de la même manière que nous entendons gérer la dette intérieure, qu'elle soit commerciale, qu'elle soit sociale. Le pari qu'il nous fallait gagner, c'est d'abord de permettre aux retraités de percevoir leur pension chaque mois et c'est ce que nous nous efforçons de faire depuis un moment. Une régularisation avant la fin de l'année ? Les 3 ans d'arriérés seront soldés en fonction de l'amélioration de la situation financière dans le pays. Voilà un an que le président Denis Sassou Nguesso a été réélu à la tête de la République du Congo. Mais concrètement, quelles sont les avancées économiques et sociales depuis 2021 ? Le président de la République avait pris la mesure du choix renouvelé de son peuple à son endroit et s'était engagé à faire en sorte qu'il puisse répondre aux attentes des Congolais. Mais il y avait 2 préalables avant la mise en œuvre de son projet de société sur la base duquel il avait été élu. Les 2 préalables, il a été élu dans un contexte de crise sanitaire. Il nous fallut tout faire pour avoir une parfaite maîtrise de la situation et ne pas permettre que la crise soit hors de contrôle. C'est ce qu'il vient de faire. Aujourd'hui, il fallait un retour à la vie normale. Nous commençons à vivre le retour à la vie normale après une gestion rigoureuse de cette crise. Le second préalable, il s'agissait de rétablir les équilibres macroéconomiques du pays. Comme vous le savez, on a connu une situation difficile après la crise économique et financière depuis 2014, renfort aggravé par la crise sanitaire. Tous les équilibres macroéconomiques étaient au rouge. Il nous a fallu les rétablir jusqu'à être parvenus à signer un accord avec le Fonds monétaire international. C'est un grand travail qui a été fait. À Brazzaville et à l'intérieur du pays, beaucoup de gens sont frappés par le grand banditisme et notamment par les bébés noirs. Malgré ce surnom familier, ce sont des gens très cruels qui vont jusqu'à attaquer les femmes enceintes qui se déplacent la nuit pour aller accoucher. Qu'est-ce que vous pouvez faire ? C'est le phénomène de la violence urbaine dans des grandes villes. Voilà, nous l'avons à Brazzaville, nous l'avons dans d'autres pays que je n'aimerais pas citer, sous différents noms. Koulouna par ici, Microbe par là, coupeur de route par ici, mais nous travaillons et c'est pour cette raison d'ailleurs que nous avons un haut commissaire à la justice restaurative et à la prévention et au traitement de la délinquance juvénile. C'est des phénomènes de délinquance juvénile. Cette délinquance émerge du fait de la faiblesse d'un système de prévention efficace avec la forte concentration des jeunes, les politiques d'encadrement des jeunes n'ayant pas suivi entre-temps et on a vu ces phénomènes émerger. Mais nous travaillons. Des missions plus importantes ont été données à la force publique, notamment au service de l'ordre public, au point où il y a tout un ministère qui est créé à cet effet, qui se voit renforcer ses prérogatives avec le contrôle de la gendarmerie pour que nous parvenions à mettre un terme à ce phénomène.
y compris la réflexion qui est menée de la construction des centres de rééducation, de la sensibilisation permanente. Nous pensons que nous pourrons arriver bientôt à bout du phénomène. À la suite de la visite à Brazzaville de Paul Kagame, 12 000 hectares de terres arables de votre pays vont être cédés pour 25 ans à des fermiers rwandais. Mais est-ce que cela ne risque pas de léser des fermiers congolais? Il s'agit de créer une société de droit congolais qui est soutenue par une holding rwandaise. C'est différent. Il ne s'agit pas de céder des terres à des Rwandais. Il s'agit de créer en terre congolaise une société de droit congolais qui va s'engager dans le travail agricole pour mettre en œuvre le projet de société du président de la République. Voyez-vous? Donc, lorsqu'il s'agit de créer des entreprises, pour créer des emplois, pour relancer l'économie, pour accélérer la politique agricole, nous n'avons pas à avoir des inquiétudes pour cela. L'expérience a déjà été faite il y a quelques années au bénéfice de fermiers sud-africains, mais est-ce que c'est vraiment un succès? Il faut toujours multiplier les expériences. On ne s'arrête pas à une expérience qui aurait échoué. Et puis, les temps ne se ressemblent pas, les partenaires ne se ressemblent pas. Nous pensons que nous allons là commencer une très belle expérience et dans le cadre d'une coopération sud-sud. Et il n'y a pas de raison qu'elle puisse produire les effets que nous souhaitons. Les législatives, c'est en juillet. Et les principales personnalités de votre gouvernement seront candidates, notamment le ministre de la Coopération, Denis Christel Sassou Nguesso, et vous-même, Monsieur le Premier ministre. Alors en mars, aux concertations d'Owendo, vous avez déclaré que l'amélioration du processus électoral était une quête permanente. Mais vous avez renoncé aux cartes d'électeurs biométriques. Pourquoi ce refus de transparence? Nous avons différé la mise en œuvre de la carte d'électeur biométrique parce qu'il y a des préalables. Il faut que nous ayons consolidé, amélioré le fichier d'état civil. Il faut que nous ayons achevé le recensement général de la population et de l'habitat. Voyez-vous, ce n'est donc pas que nous avons renoncé. Non, c'est un processus et comme vous l'avez dit, l'amélioration de la gouvernance électorale est un processus dans tous les pays du monde, y compris en France. J'aime prendre un peu ces exemples de comparaison. Vous savez, les libertés ont triomphé en France en 1789. Mais les premières élections libres ne sont intervenues qu'à partir de 1948, des élections globales, libres. Et il est arrivé un moment où on a établi un régime censitaire, où ne votaient que ceux qui payaient l'impôt. Il est arrivé un moment où la femme ne pouvait pas voter, il a fallu attendre 1948. Vous voyez, on parcourt des siècles pour améliorer et consolider la gouvernance électorale. C'est ce que nous faisons. On améliore chaque jour. Voilà pourquoi on a mis en place un haut commissaire chargé de l'amélioration de la gouvernance électorale. Et voilà pourquoi nous organisons à toutes les échéances, à la veille de chaque échéance, des concertations pour que nous puissions nous accorder sur la meilleure forme d'organisation de nos élections. Oui, mais ce que dit l'opposition, c'est que sans ces cartes d'électeurs biométriques, il y aura tricherie en juillet. L'opposition a été à la concertation et a acté le processus. Donc je n'ai pas entendu l'opposition dire qu'il y aurait tricherie, alors que c'est un processus que l'opposition elle-même a acté. À Owendo, c'est une concertation que j'ai présidée personnellement et en présence de tous les acteurs de la vie politique, des partis proches de la majorité présidentielle, que ceux de l'opposition. Pas tous les partis de l'opposition. C'est tous les partis de l'opposition. Il n'y avait pas le collectif de Mathias Dzon, il n'y avait pas la fédération de Clément. Avez-vous la certitude qu'ils sont reconnus régulièrement dans le pays? Ils sont conformes? Les partis politiques fonctionnent chez nous en fonction de la loi sur les partis. Alors, si ceux qui ne sont pas venus reconnaissent n'être pas en conformité avec la loi, ben, ils ne peuvent pas avoir, en dehors du cadre de concertation, des points de vue à émettre. Et pour la présidentielle de 2026, est-ce qu'il y aura des cartes d'électeurs biométriques? C'est l'option qui a été prise au niveau de la concertation. Nous travaillons pour que, à la présidentielle de 2026, nous puissions avoir amélioré davantage la gouvernance électorale et pourquoi pas, effectivement, faire fonctionner les cartes biométriques. Pour le moment, nous sommes pour les élections législatives et locales de 2022. Et après les élections législatives et locales de 2022, nous aurons les élections sénatoriales de 2023.
Donc il y a encore un long parcours pour atteindre 2026. Dans la classe politique congolaise, le collectif de Mathias Dzon et la fédération de Clément Mirassa demandent un dialogue national inclusif. Est-ce que cela est possible dans les semaines qui viennent? Je peux les comprendre. Lorsqu'on n'est pas capable de se faire élire pour s'exprimer dans une instance parlementaire, on ne peut que chercher des cadres informels. Bon, mais les cadres informels leur sont donnés, par exemple, au niveau de la concertation. Là aussi, ils ne peuvent pas, parce que les partis, à mon humble avis, ne sont pas réguliers, ne sont pas conformes à la loi. Bon, il faut donc leur trouver d'autres instances. Si l'instance qu'ils peuvent trouver, c'est celle du dialogue, ben pourquoi pas? On aura toujours des occasions, on organisera certainement un dialogue tel qu'ils le souhaitent. Mais pour le moment, la démocratie fonctionne selon les instances formelles, validé par notre population, validé par le peuple et auquel participent tous les démocrates qui sont organisés au sein des partis réguliers. Mais sans ce dialogue, il risque de boycotter les législatives. Est-ce que pour la crédibilité de ce scrutin, il ne vaut mieux pas que tout le monde y soit? Comment des partis qui n'ont pas d'élus, des partis qui ne sont pas représentatifs sur toute l'étendue du territoire national peuvent-ils parvenir à boycotter un processus électoral auquel ont adhéré tous les partis réguliers? Voilà 6 ans que les opposants Jean-Marie Michel Mokoko et André Okombi-Salissa, qui étaient candidats à la présidentielle de 2016, sont en prison. Est-ce qu'il n'est pas temps de les libérer? Le juge déterminera le moment où il pourra établir la remise des peines. Telles sont les procédures partout dans le monde. C'était en septembre dernier à notre micro. Vous avez dit, Monsieur le Premier ministre, on arrivera certainement un jour à ce qu'ils soient libérés. Avez-vous l'impression que je me contredise? Alors justement, ce jour est-il arrivé? Ils recouvreront un jour leur liberté, soit par le biais de la justice, avec le juge d'application des peines par exemple, qui pourra établir un jour que une partie de la peine a été exécutée et qu'on peut procéder à une remise de la peine. Ça, c'est le travail de la justice. Et c'est pour quand? Je ne suis pas juge. Notre Constitution interdit à l'exécutif de se mêler des procédures judiciaires. Et je me conforme justement à la Constitution. L'exécutif ne peut pas s'immiscer dans l'exécution d'une procédure judiciaire. Mais 6 ans, n'est-ce pas déjà très long pour 2 opposants de votre pays? C'est toujours long quand on est privé de liberté. Et je peux comprendre. 6 ans, c'est long. Mais ils ont été condamnés. Nous attendons que le juge d'application de peine, le moment venu, détermine s'il doit les laisser purger leur peine ou s'il doit procéder à une remise de peine. Les Nations Unies, la France, dans la communauté internationale, beaucoup vous demandent un geste de clémence? Je ne sais pas si les Nations Unies, la France, le font pour tous les prisonniers qui sont détenus dans les maisons d'arrêt à travers le monde. Mais est-ce que cela n'entache pas tout de même un petit peu l'image de votre pays dans la communauté internationale? Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que la démocratie fonctionne, la justice fonctionne. Je crois que ce que recherchent nos compatriotes, c'est d'arriver un jour à recouvrer leur liberté, mais ce n'est pas sur fond de chantage, sur fond de spéculation, d'interpellation, mais simplement qu'ils exécutent dignement leur peine jusqu'à ce que cette peine arrive à terme ou jusqu'à ce que cette peine soit abrégée. Donc elle peut être abrégée. Le temps nous le déterminera. Depuis l'attaque de la Russie contre l'Ukraine, le 24 février dernier, les pays membres des Nations Unies ont voté à une large majorité à 2 reprises contre cette violation de la souveraineté d'un pays indépendant, mais pas le Congo-Brazzaville. Pourquoi? Parce que nous avons une expérience de la gestion des crises. D'abord parce que la politique de la République du Congo, telle que le président Denis Sassou Nguesso l'a conduit depuis qu'il est aux affaires, privilégie la diplomatie, le dialogue pour garantir la paix et la sécurité. Et nous savons aussi que toutes les fois que l'humanité a privilégié des sanctions contre un État en conflit, c'est le peuple qui paye le plus lourd tribut. On a simplement voulu donner encore plus de chance à la diplomatie, au dialogue, notamment en appuyant les efforts entrepris par le président Emmanuel Macron dès le début de cette crise pour éviter l'escalade. Mais que répondez-vous à ceux qui disent que la Russie est très influente en Afrique centrale, en République centrafricaine, en République du Congo, et qu'en fait, Brazzaville ne veut pas prendre le risque de se fâcher avec Moscou? Avez-vous senti dans ce que je vous ai dit une crainte concernant notre pays? La crainte concerne simplement les populations qui payent le plus lourd tribut lors des sanctions économiques. Et nous disons, il faut davantage privilégier le dialogue. Il faut tout faire pour que toutes les parties créent des conditions d'un dialogue franc pour arriver à la fin de la crise.
Merci beaucoup, M. Boisbouvier.